Généralement, les lieux les plus hantés sont ceux qui ont été surchargés de fortes émotions, où il y a eu des batailles, des massacres, des tragédies, de la souffrance. Prisons, hôpitaux, asiles psychiatriques, abandonnés ou pas, sont souvent hantés, car gorgés en émotions. Et le bourg d'Oradour-sur-Glane, qui par son histoire dramatiquement puissante, ne peut laisser insensibles les visiteurs. Il y règne une atmosphère terrible, oppressante. Comme si les événements passés, les massacres passés, résonnaient encore sur les ruines, comme si des fantômes répétaient inlassablement les terribles événements qui s'y sont déroulés. Témoin de la grande cruauté de la Seconde Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane ne peut pas renier son passé et vibre en négatif, avec une mémoire énergétique puissante. En fermant les yeux, on peut presque revoir les massacres, entendre des cris. Commune française située dans le département de la Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane a vécu le pire et ses ruines, témoignent encore de l'horreur de la guerre. Ce lieu historique chargé de violence et de souffrance vibre en énergie négative, au point que l'on peut y sentir des âmes errantes. Avant le débarquement des SS, le 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane était une bourgade tranquille. Son seul tort avait été de se trouver sur la route des SS débarqués en Normandie en juin 1944. Les SS ont exterminé tout le village, femmes, enfants, hommes, tous fusillés et brûlés. En tout, 642 victimes de la folie à l'état pur, 642 victimes du mal absolu. Quelques survivants ont pu témoigner de l'atrocité de ce massacre. Et aujourd'hui, les ruines laissées en l'état, les carcasses de voitures ont été conservées en guise de mémoire. Une telle tragédie a forcément laissé des traces, des énergies, que l'on ressent lorsque l'on va visiter le bourg. Aujourd'hui, le village est divisé en deux, l'ancien village conservé à l'état de ruine, qui témoigne des souffrances du massacre, le nouveau village reconstruit quelques centaines de mètres plus loin, et entre les deux, le centre de la mémoire. L'ancien village est un véritable cimetière à ciel ouvert, un lieu de souffrance extrême, suffocant. Juste pour l'anecdote, Oradour vient du mot occitan orador, qui a évolué du latin oratorium qui montre que dès l'époque romaine, la commune était un oratoire, c'est-à-dire un autel et un lieu de prière pour les morts que l'on enterrait au bord des routes et au voisinage des carrefours. Donc, la commune a toujours accueilli la mort. Coïncidence? Je ne peux vous répondre, mais souvent le mal attire le mal, la souffrance attire la souffrance. Oradour-sur-Glane avant le massacre, une vieille Peugeot 202, la voiture du médecin du village, laissée au milieu des ruines. Une voiture calcinée restée dans l'état. Oradour-sur-Glane était une petite bourgade hâtive et ordinaire qui avait ses commerces, ses cafés, son école, ses artisans. Bref, un petit village typique de France des années 40, qui vivait de l'agriculture. En 1936, le bourg abritait 1574 âmes. En 1940, avec la Deuxième Guerre mondiale, 168 hommes de la commune sont mobilisés, 113 reviendront dès l'armistice signé. L'endroit est relativement épargné par la guerre jusqu'au massacre par les SS en juin 1944. Le massacre voiture calcinée. Voiture calcinée. 2 régiments de panzergrenadiers, ainsi que le groupe de reconnaissance, qui avait commis le massacre de Tulle le 9 juin, investissent la région de Limoges pour préparer le positionnement de la division dans le secteur. Le 1er bataillon du 4e régiment d'Heerführer, sous les ordres du commandant Adolphe Dieckmann, est cantonné autour de Saint-Junien, à 12 km de Oradour 30. Cette division était basée spécialement dans le sud-ouest afin de lutter contre les maquisards galvanisés par le débarquement allié en Normandie. Constamment harcelée par les forces françaises de l'intérieur, elle riposte par de sanglantes représailles. Suite à la pendaison de 99 SS sur Tulle, en représailles, les Allemands préparent le massacre d'Oradour, le 9 et 10 juin, en réunissant, par 3 fois, les membres de la milice, de la SIPO et de la 2e Panzerdivision SS das Reich. D'après l'enquête menée par le commissaire Arnay en septembre 1944, le 10 juin au matin, convoqué par le général Heinz Lammerding, le sous-chef de la Gestapo de Limoges, l'Oberscharführer Joachim Klest, et son interprète Eugène Patry, 4 miliciens, sous la conduite de Pietru, rencontrent le Sturmbannführer Adolphe Dieckmann à l'hôtel de la gare à Saint-Junien. C'est là, sur une banale table d'un café, que fut décidée la destruction de la bourgade d'Oradour, au cours d'une conversation qui dura plus d'1 heure.
Vers 13h30, deux colonnes quittent Saint-Junien, la plus importante d'entre elles, commandée par Adolphe Bieckmann, prend la tête du convoi. 3 sections de la 3e compagnie, puis la section de commandement de la compagnie et celle du bataillon suivent. Soit, environ 200 hommes munis de fusils, de grenades, de mitrailleuses et une section de mitrailleuses lourdes se dirigent vers Oradour. 1 kilomètre avant le village, la colonne s'arrête pour la distribution des ordres aux officiers et sous-officiers. Un premier groupe de 5 à 8 véhicules entre dans le village par l'est, via le pont de Glane, vers 13h45. Au même moment, Oradour est encerclé par 120 hommes environ. Ce déploiement de force ne suscite aucune panique de la part des villageois. Les commerçants baissent leurs stores métalliques, le coiffeur va s'acheter du tabac, pendant que son commis s'occupe d'un client. Les habitants n'avaient pratiquement jamais vu d'Allemands. Ils regardaient les SS arriver avec curiosité. Les SS arrivent à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944, et aussitôt font rassembler tous les habitants pour une vérification d'identité. Les SS pénètrent dans toutes les maisons, et sous la menace de leurs armes, obligent tout le monde, femmes, enfants, malades, hommes, à se rassembler sur la place du champ de foire. Très vite, les villageois s'y massent. Les Allemands vont chercher les habitants des hameaux voisins, et les cultivateurs qui doivent abandonner leurs travaux en cours. Ceux qui n'obéissent pas aux ordres sont abattus sans sommation. Puis les SS divisent la population en 2 groupes, d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes. Ils répartissent les hommes dans 6 lieux différents, avec peu d'ouverture pour les empêcher de fuir, granges, cours, remises, où ils sont mitraillés. Puis, ils recouvrent les corps de fagots et de bottes de paille et y mettent le feu. Il y a des hommes blessés, qui sont brûlés vifs. Certains, légèrement blessés, ont pu s'échapper. Le groupe des femmes et des enfants est emmené dans l'église. Les SS placent dans la nef, près du chœur, une volumineuse caisse de laquelle dépassent des cordons qui laissent traîner sur le sol. Ces cordons sont allumés, le feu se communique à la caisse, qui contient un gaz asphyxiant. Mais la caisse explose par erreur et une fumée noire, épaisse suffocante se dégage. Affolés, les SS tirent au hasard sur les femmes et les enfants, dans l'église, puis jettent de la paille, des fagots, des chaises sur les corps gisant sur les dalles. Les SS y mettent ensuite le feu. La chaleur était tellement forte, qu'à l'entrée de cette église on peut encore y voir les restes de la cloche fondue écrasée sur le sol. Une seule femme survit à ce carnage, Marguerite Roufanche. Dans ce drame épouvantable, elle a perdu son mari, son fils, ses 2 filles et son petit-fils âgé de 7 mois. Après cela, les SS inspectent à nouveau toutes les maisons du bourg et tuent tous les habitants qui avaient échappé aux premières recherches, surtout des vieillards impotents qui seront retrouvés carbonisés chez eux. L'après-massacre, quelques jours après cette tuerie, les FFI découvrent les restes calcinés de 5 personnes dans le four du boulanger. Toute une famille, le père, la mère et leurs 3 enfants, brûlés vifs. Mais ce n'est pas tout, car ils découvrent dans un puits appartenant à une ferme de nombreux cadavres trop décomposés pour être identifiés et ainsi de suite. En tout, les SS ont massacré 642 personnes sans pitié. La reconstruction Oradour-sur-Glane a dû se reconstruire, mais a voulu conserver la mémoire de ce qui s'était passé ce 10 juin 1944. Ainsi, il fut décidé de laisser l'ancien village tel qui était après le massacre, c'est-à-dire en ruine. La ville fut reconstruite plus loin. La première pierre de ce nouveau village fut posée par le prédis Vincent Auriol, le 10 juin 1947, soit 2 ans après le massacre. Pourquoi autant de temps? À cause d'une lourdeur administrative, car les frais de reconstruction sont restés à la charge de l'État. On surnomma l'ancien village, le village martyr. Mais, après la destruction du village, les familles survivantes ont vécu dans des baraquements en bois, jusqu'en 1953 où une vingtaine de maisons furent construites à quelques centaines de mètres des ruines. Le nouveau bourg, dont la seule rue conduisant de la place principale aux ruines, porte le nom de l'avenue du 10 juin. Jusqu'au début des années 60, les habitants observent un deuil permanent, et Oradour est une ville morte, où aucun communion, baptême, mariage sont célébrés. Il n'y a pas de fête, pas de bal. La seule vie associative est constituée par les activités organisées par l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour. Le bourg était d'une extrême tristesse. Les rues étaient désertes, et surtout, il n'y avait aucun enfant. L'atmosphère est pesante.
Il était interdit, pour les commerçants, d'avoir une enseigne, pour les habitants, de jouer aux cartes. Les femmes devaient se vêtir de noir. Puis petit à petit, avec l'arrivée de nouveaux habitants, la vie sociale reprit peu à peu le dessus. En 1988, le pharmacien fit un véritable acte de rébellion, qui marqua le début d'une nouvelle ère, plus souriante, plus festive. Il peignit sa devanture en jaune. Ce signe de révolte fut repris, et l'on repeignit la mairie, la poste et les bâtiments publics en jaune. En 1991, le retour à une vie normale, se traduisit par la plantation d'arbres, le long de l'avenue du 10 juin, et le placement de bacs à fleurs à l'intersection principale. Mais encore aujourd'hui, on sent une certaine tristesse, comme un voile noir, qui plane au-dessus de ce bourg martyr. Les procès bien sûr, après la guerre, 21 soldats, sur les 64 identifiés, qui ont participé au massacre de Radour, ont été jugés en janvier 1953 devant le tribunal militaire de Bordeaux. Adolf Dieckmann, le commandant SS responsable, ne sera pas jugé puisque mort sur le front de Normandie. Après délibération, le tribunal prononce, le 12 février 1953, les peines suivantes. Une condamnation à mort pour le sergent allemand Lanz, le plus gradé du détachement. Une relaxation pour un militaire qui a pu prouver son absence à Oradour. Des peines de travaux forcés de 10 à 12 ans pour 4 soldats allemands. Une condamnation à mort pour l'Alsacien volontaire du groupe. 9 autres Alsaciens incorporés de force, sont condamnés à des peines de travaux forcés de 5 à 12 ans. Ces hommes sont appelés les malgré nous. La population alsacienne proteste contre les peines infligées aux malgré nous, car ces derniers ont été contraints d'exécuter les ordres des supérieurs allemands. Ce procès symbolise le malaise alsacien. En effet, la grande majorité de la population française n'a pas connaissance du drame des 130 000 Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les armées allemandes. Quant aux familles des victimes, ils trouvent les sentences scandaleusement indulgentes. Ils veulent que tout soit condamné à mort. Et ce malaise sera renforcé lors de la loi d'amnistie votée le 19 février 1953. Aussitôt, la commune de Radour riposte de cet outrage en renvoyant la croix de guerre décernée en 1947, ainsi que la Légion d'honneur décernée en 1949. De plus, on fait inscrire le nom des députés, qui avaient voté l'amnistie sur une plaque à l'entrée des ruines. Les conséquences judiciaires de ce drame épouvantable suscitèrent une vive polémique.